tout se passe un peu comme si la vie des victimes s'arrêtait au moment de l'attentat. Elles revivent très souvent et parfois des années après l'attentat ce moment-là, dont elles n'arrivent pas en quelque sorte à sortir. Il y a tout un tas de problèmes liés au stress que ces victimes subissent, avec tout un cortège de troubles de la mémoire, troubles de la concentration, troubles de la vigilance. Le traumatisme de l'attentat n'est vraiment comparable à aucun autre type d'accident, parce qu'il survient alors que personne n'y pense. Après les secours d'urgence, les soins hospitaliers auxquels tout le monde rend hommage, le blessé se retrouve seul, avec le sentiment que plus personne ne peut le comprendre. À terme, les victimes d'attentats isolés se sentent rejetées par la société. L'attentat reste un acte monstrueux que personne ne peut assumer. On oublie aussi ses victimes. Autant, si vous voulez, dans des pays où on mène des actions qui durent longtemps, on sait, on suit, on vit plus ou moins dans l'hôpital, au milieu d'eux, autant là on ne sait pas, et ça a un côté un petit peu, si vous voulez, un peu dramatique de repasser au même endroit 6 heures après, il n'y a plus rien. Les gens passent, la vie continue, vous repassez, il n'y a plus rien sur le trottoir, c'est fini. Quelquefois vous pensez à ceux qui ont posé cette bombe? Non, je les efface de mon esprit. Parce qu'ils sont... Il n'y a aucun mot pour les définir, et c'est tellement affreux que... Je les ignore complètement. Ils ne m'intéressent vraiment pas du tout, je sais pas. Ils sont tellement écœurants que je préfère pas en parler. L'association SOS Attentat veut rompre le mur du silence et lance un appel à toutes les victimes, sans exception, pour qu'elles se fassent connaître. Objectif, une étude médicale, la première du genre, sur les séquelles des attentats, afin de mieux soigner ces victimes et tenter une réparation plus juste du préjudice. Prendre en compte, enfin, la blessure morale et psychologique. La seule chose positive, si je peux dire, de ce qui m'est arrivé, c'est de penser à la maladie, chose que je ne pensais pas avant. Je pense à la mort. J'ai connu pour une fois la solitude, parce que je ne connaissais pas la solitude. Alors j'ajoute, si vous êtes concerné, si vous avez été vous-même victime d'attentat ou l'un de vos proches, je vais vous donner l'adresse de l'association SOS Attentat. Vous la voyez, SOS Attentat, boîte postale 175 060, Paris CEDEX 02, le téléphone le 42 27 59 58. 7 mois après l'intervention militaire de la France au Tchad, nos troupes vont de nouveau se porter au secours d'un pays d'Afrique dont l'indépendance est menacée, le Togo, victime d'une attaque dont il accuse son voisin, le Ghana. Le Togo vient de demander à Paris l'application des accords de défense qui lient nos deux pays. Memona Afedje-Interman. Ce soir, sous le couvre-feu, Lomé, la capitale, est calme, après une journée tendue où des tirs ont retenti. Les tireurs, selon les autorités, sont des membres du commando qui ont réussi à se sauver après l'attaque du camp militaire il y a 48 heures. 10 personnes ont été arrêtées aujourd'hui après les 19 d'hier. Lomé maintient que l'attaque est le fait d'une 50aine de mercenaires venus du Ghana voisin. Le Ghana répond qu'il ne soutenait aucune action de ce genre. Dans le cadre des accords de défense de 1963, la France achemine ce soir des moyens terrestres et aériens. Ces moyens sont venus du Gabon et surtout de la République centrafricaine, devenue base opérationnelle des troupes africaines, des troupes françaises en Afrique. Des Jaguars et des avions de transport de troupes ont reçu l'ordre de rejoindre Lomé dès ce soir. Dans un premier temps, c'est un dispositif léger. Première mission, évaluer la situation qui paraît confuse. Et si les choses s'aggravent, dit-on au ministère de la Défense à Paris, on accroîtra les moyens en conséquence. Alors que les autorités du Togo disaient aujourd'hui qu'elles contrôlaient l'ordre, les événements semblent plus difficiles, plus dangereux qu'on ne l'a dit pour le régime du général Eyadema. On ne peut pas croire que seul un commando dont la plupart des membres ont été tués ou arrêtés ait suffi à créer tant de confusion et à appeler au secours. Ce commando aurait bénéficié de certaines complicités pour entrer au camp militaire. Il reste à savoir avec exactitude qui a commandité l'action 1 mois et demi avant le sommet franco-africain de novembre à Lomé. En Espagne, le Parlement autonome basque vient d'être dissous à l'initiative du président du gouvernement. Cette crise est la conséquence des remous qui agitent le parti nationaliste basque, le parti majoritaire de cette assemblée. La date des élections a été fixée au 30 novembre. Francine Raymond.
Anton Cortés, les Basques vont devoir retourner aux urnes. En juin dernier, Herri Batasuna, le parti indépendantiste proche de l'ETA, avait plus que doublé son score, au détriment des nationalistes modérés du PNV. Cette fois, les Basques vont devoir élire leurs représentants au Parlement autonome, où le parti nationaliste basque était majoritaire jusqu'à hier. Hier, 11 parlementaires du PNV ont claqué la porte de leur parti pour rejoindre les dissidents qui ont créé un nouveau parti plus radical, qui reproche pour l'essentiel aux officiels du PNV d'avoir conclu un pacte électoral avec le Parti socialiste espagnol qui refuse toujours l'éventualité d'une négociation entre le gouvernement de Madrid et le mouvement séparatiste basque ETA. Si le Parti nationaliste basque perdait sa majorité au Parlement autonome, cela voudrait dire qu'aucune force politique modérée ne pourrait peser désormais entre le gouvernement espagnol et l'ETA militaire. En France, confirmation de l'INSEE pour l'indice des prix du mois d'août, une hausse de 0,1%. L'indice provisoire disait déjà 0,1%, cela représente 2% d'inflation sur les 12 derniers mois. Et puis le gouvernement vient de mettre en vente 11% du capital de la société pétrolière nationale Elf Aquitaine. C'est une sorte de coup d'envoi des privatisations, mais tout de même l'État conservera, une fois ces 11% vendus, encore un peu plus de 50% du capital de Elf. L'industriel italien Carlos De Benedetti, qui récemment a repris l'entreprise française Valeo, s'intéresse maintenant au secteur de l'édition. Il vient de prendre une participation importante dans les presses de la Cité. C'est le deuxième groupe français. Voilà un signe de plus du regroupement qui est en train de s'opérer à l'échelon européen dans le domaine de la communication. Laure de Breuil. 16% du capital des presses de la Cité ont changé de main en 2 jours. Le second groupe français de l'édition est donc l'objet d'une offre publique qui devrait porter sur 35% du capital. À l'origine de ce mouvement, Union Holding Financière, Pechelbraun, et surtout le Cerus, filiale française du groupe de l'italien Carlo De Benedetti. C'est une surprise car on attendait plutôt une entrée en force de l'allemand Bertelsmann, qui détient déjà la moitié de France Loisirs, le plus beau fleuron du groupe dans le domaine de la vente par correspondance. Pourquoi nous faisons cela? Parce que les Presses est une société prestigieuse qui n'a pas d'actionnariat constitué, un actionnariat qui est très émietté entre les institutionnels et quelques particuliers, et nous pensons que c'est une société qui n'est pas appréciée à sa juste valeur en bourse. Et nous pensons que des groupes à la fois financiers et industriels capables d'améliorer sa gestion, de contribuer à son développement, ferait une bonne opération et pour eux et pour la société et donc pour tout le monde en s'introduisant, en prenant une part de capital, une part de responsabilité dans la gestion de l'animation. On saura dans 3 semaines si l'offre d'achat a été menée à bien. Malgré les déclarations prudentes, on s'interroge sur les véritables intentions du groupe. Trouver des alliances pour l'éditeur italien Mondadori, peut-être, mais surtout constituer un groupe européen multimédia. En France, les presses de la Cité regroupent Le Fleuve Noir, Plomb, la librairie académique Perrin, Julliard, 10-18, Christian Bourgois et surtout les éditions scolaires Bordas. Le groupe manque de fonds propres pour prendre pied dans l'audiovisuel. Carlo De Benedetti saura sans doute développer ce type d'ambition. Reste à savoir comment réagiront les responsables des presses de la Cité. La littérature ne se gère pas forcément comme un produit industriel. Le ministre de la Culture, François Léotard, a présenté aujourd'hui son budget pour 87, un budget d'économie comme celui de tous ses collègues, mais en même temps en légère augmentation tout de même. François Léotard annonce qu'il abandonne la politique de saupoudrage des subventions. Il préfère encourager le mécénat des industriels et il concentre ses efforts sur 3 priorités, l'enseignement artistique, la mise en valeur du patrimoine et le rayonnement de la France à l'étranger. Et pour cela, comme il est aussi le ministre de la Communication, eh bien, il attend le concours de la télévision et en particulier celui de FR3. J'ai souhaité que FR3, qui a des structures régionales, puisse avoir un contact au niveau régional avec les directeurs du ministère de la Culture. C'est-à-dire que, non pas en termes de gestion, la société est complètement autonome et indépendante, mais que les préoccupations des acteurs culturels, les comédiens, les plasticiens, les chanteurs, les musiciens, eh bien, puissent être au maximum prises en compte par FR3. FR3 peut devenir une chaîne et régionale et culturelle. Alors, c'est un vœu ou est-ce que ça sera une politique que le gouvernement souhaite mettre en application dans les mois et années à venir? Alors, c'est déjà une politique, déjà dans le sens que nous allons faire un rapprochement progressif entre la 7 et la 3. La 7, qu'est-ce que c'était? C'est de l'argent affecté à l'achat et à la confection de programmes audiovisuels, à vocation culturelle et européenne. Mais je dis simplement, si on effectue un rapprochement entre la 3 et la 7, on peut aller dans cette direction
de la troisième chaîne, FR3, vers la création d'une véritable chaîne culturelle pour les Français. C'est mon souhait. Mais la chaîne, elle fait ce qu'elle veut. Dimanche prochain, en même temps que l'élection législative de Haute-Garonne, qui est un test national important, un autre scrutin va se dérouler qui sera tout aussi décisif, mais beaucoup plus discret. Il s'agit de l'élection sénatoriale. On va renouveler dimanche un tiers des sièges au Palais du Luxembourg. Élection discrète, car nous n'irons pas aux urnes, c'est ce que l'on appelle un scrutin au deuxième degré. Éric Pierrot. Les sénateurs sont élus par un collège de grands électeurs, députés, conseillers régionaux, conseillers généraux et délégués des conseils municipaux. Donc, pas de campagne électorale à grand spectacle, mais au contraire un travail de fourmi auprès de chacun des grands électeurs. Détail qui a son importance, tous les sénateurs ne sont pas élus avec le même mode de scrutin. Dans les petits départements, ils sont élus au scrutin majoritaire à 2 tours. Dans les autres départements, à la proportionnelle de liste. Les candidats qui seront élus ou réélus dimanche siégeront au Palais du Luxembourg pendant 9 ans et recevront une indemnité mensuelle de 33 500 francs bruts. Comme on connaît le corps électoral et ses contours politiques, on peut déjà avancer un pronostic. Les sénatoriales version 86 devraient logiquement profiter à la majorité et surtout au RPR, au détriment de la gauche et particulièrement du Parti communiste, qui devrait essuyer les plus lourdes pertes. Essayons maintenant de rompre le ton un peu grave que revêtent nos journaux en ce moment par la force des choses avec un souffle de musique et de couleurs. C'est un événement artistique important. Le retour en France de la compagnie de danse Alvin Ailey. Il y a 16 ans qu'on n'avait pas vu ces Américains chez nous. Alvin Ailey et ses 30 danseurs seront au Palais des Sports à Paris à partir du 30 septembre pour 16 représentations. Voici un extrait de l'un des 3 ballets qu'ils donneront. On ne les avait jamais vus en France. Alvin Ailey, donc au Palais des Sports de Paris à partir du 30 septembre. Volleyball, l'équipe de France continue bien le championnat du monde. Elle avait commencé d'excellente manière hier en battant le Venezuela 3-0. Et bien elle continue de même. Ce soir, elle a battu la Chine sur le même score, 3-0, pourvu que ça dure. Sur les marchés financiers, rien de spectaculaire aujourd'hui. Séance calme à la Bourse de Paris et stabilité pour le dollar. Légère progression du dollar aujourd'hui sur des marchés calmes. Les opérateurs attendent bien entendu les résultats des prochaines réunions du groupe des 5 et du comité intérimaire du FMI pour connaître les nouvelles règles du jeu monétaire. La bourse de Paris était particulièrement atone aujourd'hui. Les étrangers ne font plus rien, ou presque, à la corbeille. Par ailleurs, celle-ci a bien accueilli l'arrivée des titres Elf Aquitaine, mis en vente par l'État à 305 francs. La hausse a fait illusion à Wall Street. Ce soir, le marché new-yorkais a préféré prendre ses bénéfices après que le Dow Jones eut buté ces derniers jours sur le niveau 1800. L'indice des valeurs industrielles a perdu 32 points. La combinaison gagnante du quartet qui se disputait aujourd'hui à Maison Lafitte, je crois que nous n'allons pas vouloir vous la montrer, mais je vais essayer de vous la donner distinctement. 5, 4, 9 et 15. Je vous répète, 5, 4, 9 et 15. Les rapports pour 5 francs dans l'ordre 88 974 francs et dans un ordre différent 7 414,50.
Et puis le temps, pour demain, il va s'améliorer assez nettement par le nord. Le soleil va revenir progressivement. Il y aura tout de même beaucoup de nuages sur notre pays, surtout au sud de la Loire, et des averses sur les Pyrénées, les Alpes et même la Côte d'Azur. Les températures minimales baisseront un peu, il fera frais demain matin. Quant aux maximales, elles ne changeront guère, de 14 à 24 du nord au sud du pays. Demain soir, premier rendez-vous d'information comme d'habitude avec le 19-20, Henri Sagnier et Guylaine Tannheimer. Pour soir 3, notre rendez-vous est fixé à 22h30. Très bonne fin de soirée. Avant de vous quitter, je vous rappelle comme d'habitude l'essentiel de l'actualité de aujourd'hui. Bonsoir et à demain. La France va intervenir militairement au Togo pour assister ce pays victime d'une tentative de déstabilisation. Le ministre des Affaires étrangères syrien est en France ce soir, visite surprise et mystérieuse. Il pourrait y rencontrer Monseigneur Capucci. Les victimes des attentats terroristes continuent de s'organiser. Elles veulent rompre le mur de silence qui les entoure. Un Italien dans l'édition française, Carlo De Benedetti, achète une part importante des presses de la Cité, le deuxième groupe français. Maurice Ravel écrivit 3 cantates, Mira, Alcyone, que vous allez entendre dans quelques instants, et Alissa. Ces 3 cantates, ce sont des cantates prévues pour l'obtention du prix de Rome. Vous savez d'ailleurs que Maurice Ravel n'a jamais obtenu le premier Grand Prix de Rome. Avec la première cantate, Mira, il a obtenu le second prix. Non content de ce résultat, il s'est présenté la 2e année en 1902 avec Alcyone, et là, il n'a rien obtenu du tout. Et la 3e fois, lorsqu'il a préparé Alissa, on lui a simplement dit qu'il n'avait pas le droit de se présenter ayant dépassé la limite d'âge. D'ailleurs, cela a créé un scandale et le directeur du conservatoire d'alors, Théodore Dubois, a dû démissionner. C'est Gabriel Fauré qui l'a remplacé. Mais il faut dire que Gabriel Fauré avait en grande estime cet élève qui était Maurice Ravel, et il disait de lui qu'il était notamment un homme très appliqué, un musicien qui avait conscience déjà de son talent, ce qui était vrai, car Maurice Ravel était déjà reconnu par tous les jeunes de l'époque. Et Maurice Ravel a donc écrit ces cantates qui sont admirablement façonnées, si je puis dire, qui sont encore dans un style précédent, ancien, disons Massenet peut-être, mais à la même époque il avait écrit Scheherazade. Eh bien, vous allez entendre Alcyone, Alcyone qui est une cantate fort agréable, admirablement écrite, et on sent déjà cet homme méticuleux qui était Maurice Ravel, celui qu'on a appelé l'horloger de Cibourg, sa ville natale, et écoutez pour votre plaisir Alcyone de Maurice Ravel.